Alors, je ne vais pas vous parler de mes influences cinématographiques, c'est pas le but, mais déjà vous avez une petite idée. Alors voilà, il y a à peu près 16 ans, j'étais dans mon bureau, dans les bureaux de Sony Europe à Bruxelles, et je finissais une réunion avec mon équipe. Une réunion sur le lancement du premier robot de compagnie, il y a 16 ans. C'est pas celui qu'on pense. Et on a eu une réunion qui était extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'on se demandait comment lancer ce produit et comment Aibo, puisque c'est le nom du robot, allait marquer son territoire. Pour ceux qui ont des chiens, vous voyez ce que je veux dire. 15h03, j'avais fini ma réunion, j'étais seul dans mon bureau, le téléphone sonne. Ça rappellera l'impro de la dernière fois. Le téléphone sonne, c'est un de mes amis, un cadre dirigeant d'une très grande entreprise dans la région de Bruxelles. Et il me tint à peu près ce langage. Si à 40 ans, tu n'as pas fait ta start-up, tu as raté ta vie. Donc, je reste un peu sec. Et je lui dis, mais attends, pourquoi tu me dis ça à moi? Il me fait, mais attends, c'est pas pour toi que je dis ça. Toi, je sais bien que tu as démarré ta vie comme entrepreneur. Tu as bossé pour Apple, tu bosses pour Sony, tu crées des nouveaux projets pour Sony. Non, c'est pas pour toi que je dis ça, c'est pour moi. Parce que moi, ça va faire plus de 15 ans que je bosse pour une grosse boîte. Et j'ai toujours travaillé pour des patrons. Je performe comme une brute. Et j'aimerais aujourd'hui être mon propre patron. Je voudrais être le boss. Hein, j'en ai marre de bosser pour les autres. Je dis, ok, d'accord, mais juste un petit conseil. Hein, j'ai été entrepreneur, moi je me souviens très bien des nuits passées, du dimanche au lundi, à pas dormir parce qu'il fallait que je fasse rentrer du cash pour payer mes employés. C'est une situation qui est un peu plus inconfortable hein, d'être entrepreneur. Il y a vraiment une pression qui est très différente. Non, mais c'est pas un problème. Puis il m'explique son projet. Il m'explique son projet et donc on raccroche. 2 semaines après, exactement 2 semaines après, le téléphone sonne. Un autre copain, aussi un cadre dirigeant d'une grande entreprise, me tint à peu près ce langage. Si à 40 ans, tu n'as pas fait ta start-up, tu as raté ta vie. Encore la référence à ces gars-là et à sa Rolex. Hein. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, c'est mes copains, ils se parlent entre eux, hein, c'est évident. On se fait des bouffes ensemble, on fait du sport ensemble, donc c'est normal qu'ils se parlent entre eux. Je me suis dit, ok, très bien, ils se sont montés la tête l'un l'autre. 1 semaine après, le téléphone sonne. Un 3e copain. Et là, je ne vous rappelle pas l'histoire, mais c'est exactement les mêmes termes. Et lui aussi m'explique son projet. Donc évidemment, ils avaient discuté entre eux, et c'est cette crise de milieu de vie. Hein. On parle de 39-45 tout à l'heure, on est en plein dedans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai discuté avec eux, j'aurais donné mon point de vue, mais vous savez, dans les cadres dirigeants qui sont des comités de direction ou des COMEX, il y a des attributs spécifiques. Ce sont des gens qui ont une excellence opérationnelle, une intelligence politique hors du commun, sinon ils ne seraient pas à ces niveaux de responsabilité, et aussi un leadership qui peut prendre plusieurs formes. En général, un ego assez fort, qui peut même voisiner l'arrogance dans certains cas. Donc de toute manière, quoi que j'ai pu dire, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Hein, ça a été la conclusion. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le premier, il est parti d'une industrie dans laquelle il y a de l'acier, de l'électronique, de la graisse, et il s'est donné comme défi de cuisiner des hamburgers. Ben, il y est arrivé. Il a réussi à cuisiner un hamburger, mais il a aussi réussi à gérer une équipe de fast-food, une cuisine de fast-food, à gérer un fast-food. Aujourd'hui, il est le patron de plusieurs fast-food. Il a réussi son coup. Il est reparti de zéro, mais complètement de zéro, et il a réussi son coup. Il est heureux, il est son propre patron. Concernant les 2 autres, c'est une petite histoire légèrement différente. Ça a été une longue agonie qui a duré entre 2 ans et 2 ans et demi, dans lesquelles ils ont laissé toutes leurs ressources financières, et pour l'un d'entre eux, d'ailleurs, il y a même laissé son mariage. C'est un échec cuisant, pour faire référence au premier. Bon, okay, c'était une blague, mais des fois ça marche. Alors évidemment, pourquoi? Comment ça se fait que des gens aussi brillants, finalement, arrivent à se planter? Et ça, c'est une question qui m'a taraudé. D'autant plus que depuis 15 ans, j'ai vu plein de personnes, des hauts managers,
Et encore plus en ce moment, hein, il y a une accélération de ça, qui quittent leur entreprise pour créer des startups. Hein, c'est la mode des startups. Et de manière systématique, je vois à peu près le même taux d'échec partout. Environ 80% de taux d'échec. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Il y a une réalité, c'est que l'entreprise, c'est super dur. Alors pourquoi ? Un des éléments, eh bien, c'est le formatage. On a été formaté. On est formaté par notre culture, hein, par notre famille, par notre éducation, évidemment par les entreprises qu'on a traversées. Et un des formatages qui est absolument extraordinaire, c'est celui du succès. Quand on a un succès répété dans une entreprise, on pense qu'on peut tout faire. On pense qu'on peut tout faire. C'est bon, ça ne marche pas comme ça. Et ça amène à différents types de travers. Le premier travers, c'est quoi ? C'est le travers que j'appelle l'HIPPO. Alors, HIPPO, H-I-P-P-O, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Highest Paid Person Opinion. D'accord ? En gros, le boss a toujours raison. Hein, c'est la traduction française. Le boss a toujours raison, quel que soit le niveau de hiérarchie, on vient présenter quelque chose, le boss a une opinion, et vous savez que les décisions sont prises à 90% pour des raisons émotionnelles, et puis seulement à 10% pour l'aspect logique. Eh bien, l'impact du boss peut être important. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour un de mes copains qui a échoué ? Ben, c'est qu'il a dit, moi j'ai une idée géniale. Évidemment, il y a eu quelques critiques autour de lui, mais c'est peut-être que ton idée n'est pas si géniale. Non, j'ai une idée géniale. Il a dit, je vais prendre 1 an pour développer mon projet. Ça a pris 2 ans. Donc là, il a cramé ses ressources. Et quand il sort son projet, il sort son produit sur le marché, qu'est-ce qui se passe ? Personne n'en veut. Game over. Une arrogance telle qu'il n'a pas été capable de se rendre compte que son idée n'était pas si géniale que ça. Le deuxième type de syndrome auquel on a fait face, c'est le syndrome de la poule qui a trouvé un couteau. Alors là, en plus, c'est un high couteau, hein, attention. Le syndrome de la poule qui a trouvé un couteau, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, la poule qui trouve ça, elle ne sait pas ce que c'est, d'abord. Elle ne sait pas à quoi ça sert. Et elle ne sait pas ce qu'elle pourrait en faire. Alors qu'en fait, c'est un outil de disruption qui peut disrupter la poule. D'accord ? Alors c'est arrivé pour mon deuxième copain. Lui, en fait, il avait cru que les technologies web, c'est il y a 16 ans, je vous rappelle, à l'époque, étaient quelque chose qui était plutôt une tendance, une mode. Et donc, lui, il est plutôt parti sur un développement logiciel PC. Il a mis aussi 2 ans pour développer un produit, mais qui était bien pensé en termes de produit. Sauf que 6 mois avant qu'il sorte son produit, il y a eu des compétiteurs qui sont arrivés avec des technologies web pour un prix qui était 10 fois inférieur au sien. Game over. Donc là, on est dans le syndrome, et c'est le syndrome qu'on trouve dans la transformation numérique d'entreprise. Hein, quand on parle à des dirigeants qui sont proches de la retraite, de cloud, de big data, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée ou de réalité mixte, eh ben, ils sont exactement dans la même situation. Ils ne savent absolument pas quoi faire avec ce type de technologie. Donc c'est un des enjeux de la transformation. Alors maintenant que je vous ai dit ça, à quel point sommes-nous formatés ? Et ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, on est tous formatés de cette manière-là. Ce qui nous empêche de voir un certain nombre de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle ils se sont plantés, et la raison pour laquelle on dit quelquefois qu'on va droit dans le mur. Je te remercie. Voilà le mur. Alors, en fait, c'est vachement intéressant de comprendre à quel point on est formaté. Et pour ça, il faut comprendre, et ça c'est un mécanisme qu'on apprend avec les neurosciences, que notre cerveau, en fait, s'optimise au fur et à mesure basé sur nos expériences du passé. Il crée des modèles basés sur les expériences du passé. Et plus le modèle a été répété, et plus les connexions de notre cerveau seront importantes. Si on est face à quelque chose de nouveau, le cerveau qui est paresseux va essayer de trouver le chemin le plus court pour trouver la décision et trouver ce qu'il faut faire. Donc je vais faire une expérience très rapide. Du coup, Jean-Philippe, ça va tomber sur toi. Tu as déjà vu cette image de mur ? Ouais, sérieusement ? Est-ce que tu peux décrire en 10 secondes ? Le mur, là ? Ouais, en 10 secondes. En 10 secondes, ce sont des briques espacées et au milieu, il y a une pierre. Voilà. Donc voilà, on est dans le cas typique d'un formatage. On sait ce que c'est qu'une brique. On prend des briques juxtaposées et superposées, et ça nous donne un mur de briques. Donc c'est exactement ce que j'attendais de toi, à savoir... Non, mais c'est parfait. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce formatage, et tout le monde est d'accord avec ce qu'a vu Jean-Philippe. Hein, voilà. Alors, je vais vous dire un truc. À chaque fois que vous verrez un mur de briques, pour le reste de votre vie, vous penserez à moi. D'accord ? Pourquoi ? Bah oui, il y a autre chose à voir. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ? Ah, il y a des gens qui l'ont vu. D'accord ? En plein milieu du mur. Ah bah oui, mais c'est pas, tu vois, Jean-Philippe n'a pas vu. C'est pas une pierre, c'est un cigare.
Et tu vois, ton cerveau, comment il a fonctionné? Et il sait même pas les briques. Donc je peux vous dire que la prochaine fois que vous verrez un mur de briques qui n'est pas parfaitement jointé, vous allez vous dire, est-ce qu'il n'y a pas un cigare? D'accord? Donc avant de vous prendre le mur, si ça commence à chauffer, vous êtes proche du cigare. Ok, donc, pour aller un peu plus loin, je vais vous montrer une expérimentation que je fais aussi classiquement avec d'autres personnes. C'est l'expérimentation du vélo avec un guidon inversé. Donc, c'est un vélo que j'ai fait faire, qui est un prototype, on ne trouve pas ça dans le commerce. Donc quand on tourne le guidon à gauche, la roue part à droite. Alors, vous avez vu, il faut pédaler en avant. Et donc, ce qui est intéressant avec cet exercice, d'abord c'est un changement simple, il suffit d'inverser le mouvement. Mais on a vu avec l'exercice précédent, vous avez vu le cigare dans le mur, vous avez vu à quelle vitesse le cerveau apprend. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ça, on ne voit plus que ça. D'accord? Mais là on est dans le même genre de cas typique. Vélo, ça ne s'oublie pas. Tout le monde sait faire du vélo, c'est l'avantage. J'ai posé à quelques personnes le truc, est-ce que vous savez faire du vélo? Donc la question, et ça c'est un test, on va dire, combien de temps il faut pour s'adapter à un changement de ce type-là, qui est un changement relativement simple, sachant que le cerveau apprend vachement vite. 1 ou 2 minutes? Alors on va dire un nombre d'essais. Bon ok, alors on va changer. On va dire, imaginons qu'on fasse, que l'objectif soit de faire 3 mètres en ligne droite, sans même tourner. Combien d'essais? 3. Gilles, 3 essais? Bon, Gilles, t'as dit 3 essais? 3. Tu sais faire du vélo? Bon, bah tu viens avec moi parce que j'ai amené le vélo. Gilles, tu t'es brossé, non? Prends ta brosse. C'est bon, ça. C'est bon. Alors, premier élément, d'abord, je veux que tu t'engages, ça c'est un truc que j'ai appris aux États-Unis, je veux que tu t'engages à ne pas m'attaquer, ni moi, ni ma compagnie, ni la FCP, si tu te blesses. Ok, c'est bon. Alors, ça c'est parce que j'apprécie Gilles et que je veux le garder vivant. Donc, alors, on va ainsi intéresser le truc. Je te propose un truc, Gilles, c'est tu vas aller jusqu'à Michel, d'accord, ça fait les 3 mètres. C'est bon, en termes de taille? Tu peux baisser un peu. Faut que tu lèves. Voilà, c'est là. Voilà. Le problème, ça va pas être c'est à l'envers. Alors, je vais intéresser la chose. Ce qu'on va faire, c'est que si tu réussis en un essai à aller jusqu'à Michel, alors ça veut dire un essai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas poser le pied par terre. On est d'accord? Ok? Si tu le fais en un essai, je te donne 100 €. Si tu rates au premier essai et que tu réussis au deuxième, je te donne 50. Si tu rates au second et que tu réussis au troisième, je te donne 25. Oui, alors, sauf un truc, il faut que tu saches que si tu décides d'arrêter au troisième essai, on s'arrête là. Mais par contre, si tu veux faire un 4e essai et que tu rates, tu me donnes 25. Puis ensuite 50, et bien à chaque fois on donne. Donc c'est une question de gestion entre ton ego et ton porte-monnaie, si tu veux. D'accord? Voilà. Donc on y va pour le premier essai. Non, voilà. Donc voilà, on recommence. Donc il n'a pas gagné 100 €. Concentre-toi. Taquet, Gilles, taquet. Regarde Michel. Et alors, non mais tu m'as dit que tu savais faire du vélo. Est-ce que tu veux que je mette des petits trous? Non, mais c'est extra. Je te jure, je vais faire les 10 essais, même si je te donne 1000 balles. J'en fais de moins en moins. Allez, 3. Pourtant, je te demande d'aller droit, je te demande pas de tourner. Tombe pas. Donc maintenant, je te dois des sous. Maintenant, tu me dois des sous si tu continues. Ouais. Tu les donnes à une assoce quand même. Oh, tu sais comment je gagne ma vie aujourd'hui, hein? Ben, c'est avec ça. Je te regarde. Viens ma pause. Bon, on peut l'applaudir pour avoir vu le jeu. Alors, Ah ouais, bon, c'est très dur. Tu veux une brosse là? maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe après 1 heure d'entraînement.
Alors déjà, premier élément, premier apprentissage de ça, c'est que comprendre n'est pas savoir-faire. Vous avez tous compris ce qu'il fallait faire, à savoir inverser les mouvements. Mais savoir-faire, c'est différent. En fait, l'équilibre à vélo, même pour faire une ligne droite, il est basé sur plein de micro-mouvements, gauche-droite, qu'on a complètement intégrés dans notre cerveau. Et en fait, on s'en rend même plus compte. D'accord ? On a vraiment un logiciel intégré. Et pour apprendre à faire du vélo comme ça, non, ça prendra plus de temps parce que j'ai pris plus de temps, je suis désolé. Donc pour apprendre à faire du vélo comme ça, il m'a fallu 3 séances de 30 à 45 minutes, surtout séparées par 2 nuits. Parce qu'en fait, c'est la nuit que le cerveau crée les réseaux de neurones, hein, ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui permettent d'intégrer l'apprentissage. Donc c'est juste impossible. On peut s'acharner pendant quelques heures, là, ça ne marchera pas. C'est pas le cas. Le deuxième élément qui est important et qui est révélé par cette expérimentation, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a très souvent un excès de confiance en soi. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs ordres de grandeur entre ce que vous pensiez, alors, sauf pour certains qui avaient une idée un petit peu différente, et la réalité. Ce n'était pas quelques essais, mais c'était, dans ce cas-là, 3 jours. Enfin, 3 jours, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Et ça amène aussi à d'autres types de biais cognitifs, typiquement l'erreur de planning. Heureusement, on peut se soigner. On peut se soigner. Alors, quelle aurait été la meilleure réponse à la question combien de temps il faut pour... Non, la meilleure réponse. Combien de fois? La meilleure réponse, ça aurait été je ne sais pas, il faut expérimenter. C'était ça la meilleure réponse. D'accord? Donc en fait, pour se soigner, il faut expérimenter, il faut vérifier les hypothèses. Et ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'on vient de voir aussi, hein, c'est qu'il faut éviter de penser à ce que pensent les autres, il faut systématiquement vérifier les hypothèses. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est une des clés dans le succès et dans l'innovation. Alors si je vais prendre quelques exemples, hein, et là je n'ai pas pris n'importe qui, je prends Elon Musk, il s'est rendu compte que les technologies qu'on utilisait dans la NASA avaient 20 ou 30 ans d'âge. Il s'est questionné pourquoi on fait ça. Avec les technologies d'aujourd'hui, on est capable d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et d'être beaucoup plus précis. Donc il a challengé le statu quo, il s'est dit moi je vais faire beaucoup plus vite, beaucoup moins cher que la NASA. Et il s'est dit je vais faire des fusées que je peux faire revenir. Alors ça n'a pas marché tout de suite. D'accord ? Il a fait quelques expérimentations qui ont été des désastres, mais il a appris à chaque fois grâce à chacune de ces expérimentations, pour arriver finalement à faire atterrir une fusée sur une barge en plein milieu de l'océan Atlantique. Ce qui est complètement fou hein, quand on y pense. La fusée est partie dans l'espace, elle est revenue sur une barge qui est vraiment une place ridicule, en plus il y avait des vagues et tout. C'est excellent. Donc il apprend et il valide. Qu'est-ce qui se passe si on n'expérimente pas? La probabilité de se planter est assez forte. On n'a qu'une chance. D'accord? Donc on passe dans un mode qui est vraiment un mode qui est très différent, où on prend des risques qui sont phénoménaux, alors qu'en fait on aurait pu dérisquer l'opération simplement en expérimentant. S'il y a 3 choses que je veux que vous reteniez de cette présentation, qu'est-ce que c'est? C'est 1, il faut avoir conscience de nos formatages pour les faire exploser. 2, l'audace est nécessaire pour défier le statu quo. Et surtout, dernièrement, expérimenter pour apprendre, valider et mitiger les risques. Et en fait, je vais résumer ces 3 phrases en une seule. Ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'on sait déjà, c'est ce qu'on fait lorsqu'on ne sait pas. Merci. Bravo Philippe.